Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bonsoir, les titres du journal. Abolition complète de la peine de mort en Afrique subsaharienne. Amnesty International change de stratégie. Nouvelle option, la formation pour un plaidoyer. Le cœur, cet organe vital, est de plus en plus confronté à des problèmes liés au style de vie de l'homme, entre autres des palpitations, signes d'une hypertension probable. Et puis l'huile de vidange après usage se retrouve dans la nature et constitue un problème pour l'environnement. Le recyclage, la meilleure solution. L'abolition de la peine de mort est en progression en Afrique subsaharienne. Ces dernières années, ces efforts sont porteurs d'espoir. C'est ce que révèle le rapport mondial de Amnesty International. Comment s'y prendre pour faire de toute l'Afrique subsaharienne une région exempte de ce châtiment inhumain? L'organisation internationale a procédé à une formation samedi dernier au Codiam à Cotonou. Les détails dans ce reportage de Rodrigue Babagbeto. Il n'y a que 20 pays en Afrique subsaharienne à être abolitionnistes pour tous les crimes actuellement. Il reste encore 29 pays à les conquérir. Et la tâche s'annonce ardue. Le nombre d'exécutions et de peines de mort recensées à travers le monde a diminué, mais les motifs d'inquiétude persistent. Solution trouvée par Amnesty International, formée sur le plaidoyer pour une abolition de la peine de mort dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne, à l'image du Bénin. Il est vrai que le Bénin a aboli officiellement la peine de mort, mais aujourd'hui, la mission du Bénin est de continuer, n'est-ce pas, à s'engager en faveur de l'abolition de la peine de mort et maintenant influencer les pays de l'Afrique subsaharienne qui n'ont pas encore aboli la peine de mort. Par la formation d'aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on repart sur le bel exemple des années 90 après la conférence des forces vives de la nation, où le Bénin était devenu le berceau de la démocratie dans la sous-région. Si nous avons pu influencer en matière de démocratie, nous pourrons aussi influencer en termes de l'abolition de la peine de mort. Professionnels des médias, franciscains, femmes avocates du Bénin, tous sont formés et désormais prêts pour une suppression totale de ce châtiment. De cette formation, je retiens juste que la peine de mort n'est pas une bonne chose et que tous les pays doivent pouvoir l'abolir. Nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Et vous savez bien que le Bénin, il y a quelque temps, a aboli la peine de mort. Donc, je m'engage vraiment à propager cette nouvelle-là et je pense que c'est le devoir de la presse d'aider Amnesty International dans cette lutte. Puisque déjà le Bénin a déjà adhéré à ratifier le protocole relatif à l'abolition de la peine de mort. Et avec ça, le processus est en cours pour que ça soit mis dans l'ordre code pénal. Nous espérons que le droit à la vie, tel que le Bénin l'a reconnu, au titre des nations modernes du monde et de l'Afrique, que nous pourrions aussi partager cette vertu avec les pays qui nous environnent. Le 21 février 2018, le Bénin abolissait définitivement la peine de mort. Il est suivi de la Guinée, mais reste encore plusieurs autres pays au nombre desquels le Burkina Faso, le Tchad, le Ghana, sans oublier la Somalie et le Soudan du Sud. Parlons maintenant santé, les maladies du cœur, des problèmes de santé de plus en plus récurrents dans notre société. Les palpitations y figurent en bonne place. Selon les médecins cardiologues, elles peuvent être la source d'une hypertension artérielle dont le traitement connaît des limites dans les établissements de soins au Bénin. Heureuse d'annoncer pour plus de précision. Il y a de temps en temps que je suis des palpitations. Et j'en ai parlé à mes collègues du laboratoire. Ils m'ont dit le mieux, c'est de voir un cardiologue. Le rythme du cœur varie et les battements deviennent anormaux. Les palpitations, une sensation banale, mais qui peut être un signal d'alerte. C'est une cause fréquente de consultation aussi, la palpitation. Dès qu'on sent le cœur battre, on l'appelle les palpitations. Selon les personnes souffrant du mal, le cœur bat très fort ou encore le cœur cogne dans la poitrine. À mon niveau, c'est un peu plus accéléré.
Ces expressions décrivent les manifestations des palpitations. C'est un symptôme qui peut cacher beaucoup d'autres maladies. L'hypertension, par exemple, peut se manifester par des palpitations, surtout des palpitations nocturnes, mais également beaucoup d'autres maladies, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance coronaire, peuvent se manifester par des palpitations. Il faut donc reconnaître les symptômes afin d'y apporter des solutions au plus vite. Le mieux, ce n'est pas de traiter les palpitations, puisque les palpitations, c'est des symptômes. L'idéal serait de pousser plus loin, de savoir ce qui est à la base des palpitations et de traiter la cause même des palpitations. Je me disais dans un premier temps que c'est dû à l'activité ou au stress, du travail que je fais. Mais des fois, quand je suis même en congé, c'est continu. L'automédication dans ce domaine serait vraiment pas l'idéal. L'autre mal du cœur qui prend de l'ampleur dans notre société, c'est l'hypertension artérielle. Sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire sur le plan de la fréquence des pathologies, c'est l'hypertension qui est de loin la première pathologie cardiovasculaire qu'on rencontre sous nos cieux. Les études antérieures réalisées par le service de cardiologie de CNHU montrent des prévalences entre 30 et 45%. Surtout parce que c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Les hypertendus sont la plupart du temps asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent rien du tout. Donc, il n'y a pas de raison d'aller voir un médecin. À partir d'un certain âge, la fréquence est beaucoup plus élevée, surtout chez les hommes à partir de 55 ans. La prévalence est beaucoup plus élevée que chez les jeunes personnes. Les maladies du cœur, des pathologies qui ne font pas de discrimination entre les sexes ni les âges. Jeunes et vieux y sont touchés. Les métiers de stress, c'est-à-dire les professions qui engendrent énormément de stress, peuvent faire augmenter la prévalence de la maladie. De plus en plus, on a des jeunes banquiers, la trentaine ou la quarantaine ou plus, qui ont déjà de l'hypertension artérielle et voire même des complications. On a des gens de moins de 40 ans qui font des accidents vasculaires cérébraux, qui est la complication la plus invalidante de l'hypertension artérielle. Les recherches sont très avancées dans le traitement de ces problèmes, mais au Bénin, malgré tous les efforts consentis par le personnel cardiologue afin de se doter d'un plateau technique adéquat, du chemin reste à parcourir pour réduire les évacuations sanitaires hors du territoire. La prise en charge des problèmes du cœur, surtout en phase terminale, coûte donc très cher en l'absence d'un système de prise en charge gratuite. Dès qu'il y a l'hypertrophie. L'huile de vidange usagée se retrouve le plus souvent dans les carnivaux et autres infrastructures publiques après utilisation. Des comportements qui agissent progressivement sur les écosystèmes et détruisent l'environnement. Pour pallier la situation, les spécialistes prônent le recyclage de ces huiles. Christelle Tongodo, reportage. Parmi les déchets toxiques, elle figure en première loge. L'huile de vidange ou l'huile usagée serait un danger pour la planète. Après utilisation, elle est souvent déversée dans la nature avec ses lots de conséquences. Ça permet de chasser aussi les fourmis mangeantes. Il y a des gens qui viennent aussi chercher pour mettre ça dans les WC ordinaires à cause de l'odeur des WC. Nous, on a des tonneaux et on les renverse dedans. Si nous on renverse là, mais certains viennent chercher ça. Ceux qui font les pavés, là, les briques pavées, et ceux qui utilisent les moulins à maïs. L'huile de vidange, c'est de l'huile déjà utilisée et on la jette dans la nature. Et quand on les jette où? On la jette par terre et ça s'infiltre dans le sol avec la pluie et ça va carrément dégrader la nappe phréatique. Souvent, les gens les vident dans les caniveaux. Et quand on les vide dans les caniveaux, l'eau de pluie amène cette huile de vidange dans les rivières. Et quand ça se trouve dans les rivières, ça va asphyxier les alevins, les poissons. Ça va asphyxier également les autres éléments qui vivent dans la mer. Au Bénin, la quantité d'huile vidangée le mois est en moyenne de 2 millions de litres, soit 24 millions de litres d'huile à moteur par an, selon les récentes statistiques de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE. Au vu de ces données,
La solution va résider dans le recyclage des huiles de vidange. Je crois que la solution la plus simple, c'est d'aller faire le recyclage de cette huile de vidange. Cette huile de vidange qui contient des éléments polluants, cette huile peut être transformée encore, on peut dépolluer cette huile-là, lui ajouter encore de l'huile qui va la rendre plus épaisse et réutiliser. Le recyclage, oui, mais en amont, la solution est d'opter pour des véhicules électriques. Hors du Bénin, la Belgique, un pays où le cornet de frites est roi et la mayonnaise est reine. Mais la consommation de la vieille friterie belge traditionnelle peut paraître risquée. C'est pour cela que la ville de Bruxelles a décidé de relever le défi. Reportage. Si les frites font partie de la culture belge, les frites-côtes font, eux, partie du patrimoine bruxellois. Et certaines baraques à frites de la capitale s'apprêtent à devenir encore plus iconiques, avec un nouveau design que les autorités locales ont voulu plus homogène. Ici, nous y donnions un modèle qui soit identifiable, un peu comme les cabines téléphoniques de Londres. Eh bien, quand on se met à côté d'un frite-côte bruxellois, on va pouvoir identifier qu'on est à Bruxelles. C'est un cabinet flamand qui a remporté le concours d'architecture lancé par la ville. Avec un projet ambitieux, des frites-côtes plus fonctionnelles et faciles à entretenir, mais à l'esthétique soignée. Nous avions vraiment à l'esprit que nous ne pouvions pas faire quelque chose de standardisé. Cela aurait simplement fait perdre l'identité de chaque frite-côte. Donc pour nous, c'était la question centrale. Comment pouvions-nous faire quelque chose d'abordable, avec du style, et où chaque friterie serait différente? Vucité Makemal travaille dans un frite-côte bruxellois depuis plus de 34 ans. Pour lui, ce changement ne peut être que positif. Ce qui est bien, je trouve, unifier toute la design de la Belgique, toutes ces friteries à Bruxelles. Comme ça, les touristes, les étrangers qui viennent, ils peuvent découvrir facilement. Et puis la design est très très beau. Les premiers frites-côtes rénovés doivent être livrés d'ici 2019. D'ici là, les touristes pourront continuer à déguster les fameuses frites belges, dont le goût restera, lui, bien le même. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, très bonne suite de nos programmes.